Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes là. C'est pour entendre des orateurs sur les rites maçonniques. Je vais vous les présenter relativement brièvement, c'est-à-dire en saccageant leur CV, tellement ils ont fait de choses, écrit de livres, mais ça nous tiendrait trop longtemps. Avec leur permission, je leur donnerai la parole pour un temps relativement limité, c'est-à-dire entre 12 et 15 minutes, ils sont 3, pour que la salle ait le temps de leur poser toutes les questions insidieuses, incisives et intéressantes. Voilà comment nous allons travailler. Donc bonjour, il est donc 11h30 et je vais vous présenter de la droite à la gauche. De ma droite directement, Yves Marcos, Ludovic, pardon, c'était Yves Saez, Ludovic Marcos, qui est né en 1951, qui est fils de républicain espagnol, il est agrégé d'histoire et il est conservateur du musée de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France depuis 1998. Il est spécialiste de l'origine de l'histoire des rites et il s'est spécialement consacré au rite français et c'est ce rite qu'il va en quelque sorte illustrer. Il a été membre du Conseil de l'Ordre et grand maître adjoint. Beaucoup le connaissent par les ouvrages qu'il a publiés, des articles. Il a été le rédacteur de catalogues d'expositions, et notamment de l'exposition qui avait eu lieu à Toulouse en 2003, dont nous nous souvenons peut-être, qui s'appelait Splendeur maçonnique. Il a écrit des livres sur l'histoire du rite français au XVIIIe, au XIXe, et une histoire, pardon, 2 tomes du rite français qui a paru en 2012. Gérard Bonnède a été pendant fort longtemps le responsable d'une école de formation au sein d'une grande entreprise mutualiste. Je ne sais pas si vous devinez laquelle. Il est maintenant chargé de cours du programme de grandes écoles sur les thématiques liées justement aux enjeux de la mutualité, de l'économie sociale. Il a été coordonnateur pour l'Amérique latine d'un réseau international sur le thème de la solidarité et de l'éducation. Et il a notamment aussi collaboré, outre son appartenance au Grand Orient de France, au Grand Orient latino-américain, dû à ses liens avec l'Amérique latine. Il est franc-maçon depuis de nombreuses années. Il a fait profiter de ses expériences de la mutualité dans ses nombreux voyages et dans de nombreux pays, plus particulièrement peut-être l'Amérique latine. Yves Saez, qui est né en Algérie, a rejoint Toulouse en 1962 et après des études littéraires et de droit, il s'est inscrit au barreau de Toulouse. Il est donc avocat. En complément de cette activité, il collabore à diverses revues. Il examine la vie symbolique dans ces revues, dans les gazettes du Palais, revues de l'Institut de hautes études. Il est fortement impliqué dans le mouvement maçonnique au sein de la Grande Loge nationale française. Et il anime les débats et s'intéresse au rite écossais rectifié. Il est rédacteur en chef de plusieurs cahiers et parmi ses nombreuses publications, il y a Présence du rite écossais ancien accepté, rectifié en 2010, et La parole fragmentée, cahier d'Occitanie en 1999, Les luminaires de Dieu, dans une librairie Villars-Haunecourt, entre autres bibliographies. Voilà donc les 3 orateurs. Alors tout de suite, je vais leur poser en votre nom une question d'ordre général. Mais qu'est-ce qu'un rite? Qu'appelle-t-on un rite? À quoi sert un rite? Comment chacun conçoit, expose, qu'il puisse exposer ce qu'il ressent du rite qu'il a choisi.
rite, c'est un mot du langage courant, vous le savez. On dit par exemple, chez nous, on mange du poulet tous les dimanches. Et on dit, c'est un rite. Mais il y a des rites en religion. Il y a le rite catholique, maronite, etc., etc. Et il y a des rites en maçonnerie. Voilà. Je vais donner la parole dans l'ordre de la création des rites, l'ordre historique. Donc le premier rite créé en France, descendant directement de la maçonnerie anglo-écossaise, le rite français. Donc je donnerai la parole d'abord à Ludovic Marcos. Ensuite, s'est fondé le rite écossais ancien et accepté. Je donnerai la parole à Gérard Bonnède. Et ensuite, pour le rite écossais rectifié, à Yves Sadès. Voilà. Ludovic, merci. Tu as la parole. Alors, je ne sais pas répondre à la première question, donc ça commence très mal. Parce que définir ce qu'est un rite, c'est entamer une profonde réflexion sur ce que sont nos usages et savoir si c'est simplement une sorte de chorégraphie ou une liturgie. Et tout de suite, ça risque quand même de nous mener dans un certain nombre de débats et de considérations. Le mot est très, très récent. Hein. Il est d'usage tout au long du XVIIIe siècle de parler de style ou de régime, entre autres mots. Je voudrais dire au passage que j'ai vu la tribune de ce matin qui était exclusivement masculine et je suis encore dans une tribune exclusivement masculine dans la mesure où il y a quand même bientôt un tiers de sœurs au sein de la maçonnerie. J'espère que j'aurai d'autres occasions où il y aura aussi des sœurs. Donc ceci étant dit, je reviens à mon sujet tranquillement pour rappeler qu'il n'y avait aucune obligation que une structure d'usage opérative, manuelle, professionnelle, celle de la pierre, soit la seule qui accouche d'une philosophie de l'homme, comme c'est le cas en Occident. Il n'y a pas eu d'autre. Mais si on y réfléchit, la poterie, les arts du feu, le bois, le tissage, par exemple, sont porteurs de sens pour de multiples raisons. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cultures, par exemple en Afrique ou en Asie, où c'est tout à fait relevable. Donc c'est quand même un certain nombre de contingences et peut-être d'aléas qui font que c'est au sein d'une maçonnerie de la pierre, au sein du métier avec un M majuscule, au sein de cette aristocratie de métier qui s'est mise en place à partir du haut Moyen-Âge, que pour un certain nombre de raisons qu'il nous faudrait expliquer, est-ce que c'est par obligation ou est-ce que c'est justement par une série de circonstances auxquelles j'ai fait allusion à l'instant, on s'est trouvé que ce soit cette maçonnerie qui accouche finalement de structures, d'une sociabilité, de structures associatives nouvelles, avec une mutation très intéressante mais parfaitement mal connue encore, qui se déroule au XVIIe siècle. Donc, de ce fait, évidemment, ça explique qu'encore aujourd'hui, nous sommes une structure initiatique, puisque c'est le mot qu'on utilise en ce moment, depuis déjà quand même bien un siècle et demi, mais en tout cas, ou presque deux, mais en tout cas une structure qui implique la gestuelle, l'émotion, le corps, qui utilise comme alphabet philosophique et moral un certain nombre de figures géométriques ou d'outils, par exemple, et même de mots d'ailleurs, qui sont issus de ce métier. Et donc ça oblige forcément à réfléchir énormément sur tout ça, avec un petit peu de détachement et de rigueur historique à la fois, c'est, je pense, possible. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que quand on parle de rite, on est obligé de cesser un petit peu de dire que c'est les Atlantes ou les Martiens, je ne sais pas qui nous les ont donnés, en tout cas une chaîne de grands initiés, la belle histoire, mais on est obligé de chercher concrètement quand même dans les usages de ce métier, ce qui a pu effectivement faire sens, être récupéré par des espèces de Bernard l'Ermite spéculatifs qui se sont mis dans cette coquille opérative. Quand on fait le pas de l'apprenti, on ne fait jamais que répéter quand même ce que le maître installé apprend à son apprenti entré, le compagnon de l'homme du métier, apprend à son apprenti entré pour marcher sur un échafaudage en équilibre, en portant une charge sans tomber quand même. Hein. Quand on fait une mise à l'ordre, on ne fait que répéter un geste du haut Moyen-Âge, qui est un geste qui est exactement celui que reproduit l'obéissance militaire dans le salut militaire. Hein. La mise à l'ordre des maçons et le salut militaire ont exactement la même origine. Et on pourrait trouver comme ça des dizaines et des dizaines d'indices qui montrent que notre rituel n'est pas une façon de téléphoner au bon Dieu sans payer la communication, n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, en d'autres termes, mais quelque chose qui est profondément marqué par une histoire, par une évolution. C'est ce que nous utilisons tous les jours.
Je sais bien qu'on peut lui donner un sens plus ou moins humaniste, philosophique, social ou un sens spirituel, comme mon voisin de droite qui fait honneur à la maçonnerie dans cette voie du régime rectifié. Mais il y a au départ quand même un sujet historique qui est ses usages, notamment autour du mot du maçon, qui sont le passeport biométrique de l'époque, puisqu'il n'existait pas autrement. Et donc ce mot du maçon et la façon de le donner marque un mode de reconnaissance et de transmission par-dessus les langues, par-dessus évidemment les barrières de pays, etc., qui est repris par une maçonnerie en mutation à partir du XVIIe siècle pour un certain nombre de raisons. Donc c'est important quand même, je crois, de bien baser les origines de nos rites, pas d'une façon organique dans des loges qui sont devenues progressivement des loges spéculatives, ça vous les trouverez pas, ou alors vraiment en discussion autour de 2-3 cas écossais, et encore, mais dans le fait qu'effectivement, ce qui a été repris, qui donnait une légitimité à une forme nouvelle de sociabilité, cette maçonnerie moderne, qui naît à la fin du XVIIe siècle et surtout qui s'organise, ou sur laquelle met la main la maçonnerie anglaise en 1717, donc ces usages-là. Donc, pour rester sur ce point, parce que je sais bien que le temps m'est vraiment beaucoup compté, et que de ce fait, on ne peut pas tout dire, on a bien affaire à une culture de métier, une culture de la pierre, avec des personnes, des hommes, et d'ailleurs quelques femmes des fois, qui transmettent à travers un savoir-faire, un savoir-être, une culture de la rigueur et de la liberté, et des gens qui mutualisent beaucoup de choses de leur vie. Évidemment, dans une époque où il n'y a pas de sécurité sociale et où des gens restent ensemble sur des chantiers pendant pas mal de temps. Alors, qu'est-ce que nous en avons gardé ? Eh bien, on en a gardé à peu près tout ce qu'on en a pris, hein, aussi bête que cela puisse paraître dans la formule, c'est-à-dire que le corpus rituel, on va l'appeler comme ça, qui arrive au début du XVIIIe siècle des îles britanniques sur notre continent et notamment sur ce qui est aujourd'hui la France, ce qui était déjà à l'époque en tant que royaume, eh bien, donc, ce corpus, pour l'essentiel, on le voit bien avec les divulgations de 1730 de Pritchard ou d'autres, est à peu près préservé par les premières loges, avec effectivement une différence de nature entre celles qui sont jacobites, stuartistes, ou celles qui sont hanovriennes, on va dire, ou même déjà franco-françaises très vite. Mais enfin, en tout cas, une maçonnerie de la pierre dans un lieu clos et couvert, avec une reproduction d'une hiérarchie professionnelle, avec un vocabulaire, avec un mode de réception notamment, qui implique une forme de mort symbolique déjà, une coupure, etc., une préparation vestimentaire, et un certain nombre des éléments qui habillaient la transmission du mot du maçon, c'est-à-dire le pas, en partant du pied droit, qui est tout à fait évidemment d'origine, la batterie en 2 coups brefs et un coup lent, qu'on pense de plus en plus est tout simplement une imitation stéréonomique du bruit du chantier pour la taille de la pierre, un petit coup pour ajuster et un coup plus fort pour faire sauter l'éclat de pierre, la mise à l'ordre, tout un vocabulaire autour de la couverture, des toits, des tuiles, etc. Et puis un certain nombre d'outils, de symboles géométriques. Donc en gros, à la limite, si on était un tout petit peu, si on se mettait un tout petit peu dans un pas de côté, comme on peut le faire d'ailleurs à certains grades, on verrait que nous sommes encore dans un simulacre de métier. Nous avons dans nos temples des pierres, des tabliers couvrants et tout un apparat de toutes sortes dans les mots, dans les gestes, dans les figures, dans l'iconographie, etc., dans l'imagerie, qui effectivement montre bien qu'on est resté dans un certain simulacre de métier. Alors pourquoi est-ce que le rite français a un sens par rapport à tout ça ? Parce qu'il est le seul qui est resté à peu près le continuateur de ses origines, ou en tout cas presque le seul, parce que pour être honnête, cette famille rituelle qu'on appelle celle des modernes, à partir du moment où apparaît une deuxième famille en 1751 qui se réclame d'une maçonnerie antérieure dite des anciens, mais en fait cette maçonnerie antérieure n'a pas existé d'un point de vue historique, hein, c'est simplement celui qui la présente comme ça, qui le dit à l'époque. Ce qui n'empêche pas de dire qu'il y a eu par la suite une véritable légitimité, une véritable noblesse du rite écossais accepté, mais au XIXe siècle, hein, surtout. Mais en tout cas, donc, à partir de là, de cette famille, donc des modernes, le rite écossais rectifié, le régime écossais rectifié en fait aussi partie, et bien donc se structure autour de cette batterie dont j'ai parlé tout à l'heure, de la couleur bleue, d'une hiérarchie élémentaire d'apprentis, de compagnons et bientôt de maîtres, et d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne me détaille pas, donc, apparus
apparu toute une organisation rituelle qui va se préciser dans le décorum des temples à partir de 1735-40, la généralisation de ce troisième grade qui est tout à fait important dans l'histoire de la maçonnerie, parce qu'il finit de couper définitivement les liens avec les opératifs, notamment, et aussi parce qu'il ouvre la porte à une suite de l'histoire, d'ailleurs, hein, pour des grades éventuellement d'outre-maîtrise. Et donc, eh bien, tout ce travail de métissage entre l'empreinte opérative et les spéculations théologiques qui avaient eu lieu dans les îles britanniques dans la deuxième moitié du XVIIe siècle se transpose en France, notamment, où s'est nourri à ce moment-là de tout un tas de cultures chevaleresques, hermétiques, de toutes sortes d'ailleurs, néoplatoniciennes, kabbalistiques, etc., qui pratiquement n'avaient jamais cessé depuis l'Antiquité, ou en tout cas qui s'étaient pas mal réveillées au moment de la Renaissance. Alors ce proto-rituel, avec la position des colonnes en J au nord et B au sud, qui est une position qui a été déterminée par Bunyan en 1688, et un certain nombre d'éléments spéculatifs autour du temple de Salomon, notamment à partir d'un ouvrage de 1659 de Samuel Lee, eh bien, donc, sont repris par ce premier rituel maçonnique, et donc jusqu'au moment où il va y avoir les deux grandes familles rituelles qui vont apparaître, celle des modernes et celle des anciens, et donc c'est ce qui marque profondément la continuité du rite français. Le rite français, de ce fait, est un rite de tradition, est un rite qui est profondément enraciné dans les usages premiers de la maçonnerie, comme l'est d'ailleurs, je tiens quand même à le dire à nouveau par honnêteté, je crois, historique, comme l'est aussi finalement à sa façon le rite écossais rectifié, même s'il a une histoire très différente. Bien, donc ça c'est la première chose. Je pourrais vous dire aussi au passage que ce rituel, c'est, je crois que le second point sur lequel je vais insister, tout en surveillant un petit peu l'heure peut-être du coin de... Oui, ça passe vite. C'est la structuration de cette façon de se tenir, c'est pas pour rien que je dis ce verbe, autour d'une maquette, d'une représentation archétypale du temple de Salomon en chantier, en construction, qui est tout à fait issu des catéchismes, notamment d'une école puritaine assez libertaire, assez particulière, qui existait dans les îles britanniques. Et donc on représente le temple de Salomon en construction, on représente un certain nombre d'outils qui sont représentatifs aussi d'office ou de phases de travail dans ce chantier. Et très très vite, on trouve donc des tableaux, des tapis de loge qui représentent ce qui est simplement la loge première pour eux. Il ne faut pas oublier que les premières réunions de maçons, qu'on appelle des tenues, sont des actes commémoratifs dans une grande partie. Et donc, on se tient devant cette représentation, on parle toujours de tenue, pour commémorer finalement l'existence d'une loge première à l'origine de la maçonnerie. Et c'est ce qu'on a continué à faire pendant fort longtemps. Et si on situe dans le catéchisme, dans la question où se trouve la première loge, où était la première loge juste et parfaite, etc., toutes les réponses sont évidemment basées sur l'existence de ce temple de Salomon. Il ne s'agit pas de dire que c'était le temple qui était la loge, le siège de la loge, mais le chantier. La représentation qui est faite, si vous regardez bien, vous verrez, c'est au bout d'une perspective orientée, une porte, quelque chose qui sera présenté plus tard par le dais, le trône de Salomon, une porte qui représente l'entrée du temple. Les premières loges, d'un point de vue donc commémoratif, philosophique, sont situées entre le monde profane, avant les deux colonnes, et le monde tout à fait spiritualisé, divin, qui est celui qui est à l'intérieur du temple. Donc c'est important de comprendre que c'est autour de ces tapis de loges, de ces représentations, qu'une circulation va s'établir, qu'on va commencer, parce qu'il n'y a pas d'électricité à l'époque, au cas où vous n'en seriez pas avisé, et donc on va mettre trois flambeaux pour les éclairer, auquel on va donner le nom, au rite des modernes, au rite français, de force, beauté, sagesse. Et donc, tout ce travail de représentation fait que c'est sur ces tapis que vont se faire les instructions, que vont se faire les prestations de serment. Il y a toute une vie sociale de la loge qui s'organise. Et à partir du moment où le groupe devient plus important, les cérémonies plus longues et on a des locaux permanents, eh bien, ce qui est représenté sur ces tapis va être projeté en 3 dimensions et va devenir véritablement, peu à peu, d'ailleurs le mot apparaît, des temples maçonniques. Vous ne trouveriez pas le mot temple avant 1750-55. C'est évidemment parce que le mot temple évolue lui-même et qu'il devient un symbole de temple philosophique, le temple de la vertu, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans le rationalisme du 19e siècle. Il ne faut pas mélanger les époques. Les rationalistes du 18e siècle pensent qu'il y a création, il y a créature, donc évidemment il y a créateur. Bien, donc voilà mes frères et mes sœurs, j'imagine. Je ne sais pas s'il faut dire mesdames et messieurs, chers amis. Chers amis, c'est très bien. Voilà, à partir de ces données de départ, ce survol rapide qu'on peut faire pour expliquer qu'un rite s'est structuré, qu'il a un sens,
qu'il a effectivement peu à peu pris sa place comme ensemble d'usages qui permettent effectivement de faire une coupure avec le monde. Les batteries vont s'inscrire peu à peu dans quelque chose d'assez strict qui met en place une ouverture et une fermeture de travaux. Ce n'était pas vraiment le cas auparavant, etc. Alors j'en resterai là pour l'essentiel parce que je n'ai pas assez le temps de le détailler. Et s'il faut, on pourrait répondre à quelques questions. Mais je voudrais dire que le rite français, rite de tradition, il a ensuite un deuxième élément, un deuxième volet qui vient de cette histoire, c'est qu'il est toujours dans la modernité, dans la plasticité. Il est concentré sur quelque chose d'essentiel. Il y a une espèce de série de fondamentaux, un noyau dur, qui consiste surtout dans une attitude rituelle, plus que dans un corpus ritueliste étroit. Et c'est pour ça qu'à la question de tout à l'heure, on ne pourrait pas répondre parce qu'il y a des rituels du rite français, mais le mot rite lui-même, c'est simplement quelques éléments fondamentaux qui se transmettent à travers les siècles, avec beaucoup d'ailleurs de continuité et de fidélité. Et après, l'habillage, la langue, l'époque, le contexte historique font que ça va dans un sens ou dans un autre. Et donc, c'est difficile de parler de rituel autrement que dans un contexte historique donné. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, j'en resterai là, bien sûr, il va être mis en forme en 1772-73 par le Grand Orient de France. C'est important parce qu'à ce moment-là, on arrête avec les vénérables qui sont propriétaires de leur loge. Le principe de la vénalité des charges d'Ancien Régime s'appliquait aux loges. Le vénérable était propriétaire de sa loge et donc il nommait lui-même ses officiers et il était autant qu'il voulait vénérable. Et à partir de 1773, ça fait hurler à l'époque l'univers entier, et l'univers entier y est venu. On décide, on est en train d'inventer une démocratie associative, et même le politique, on décide que les vénérables sont élus à bulletin secret, et de même bientôt que les officiers. C'est une révolution absolument considérable. De même, on décide que ce n'est pas le grand maître, parce qu'il y a un grand du royaume qui représente la souveraineté de l'obédience, mais que c'est l'Assemblée générale des loges, sur la base d'une loge, une voix, qui devient le corps souverain. Et on décide enfin que seuls les 3 premiers degrés sont obligatoires et donnent la totalité des droits maçonniques. Eh bien, je crois que le rite français est resté fidèle à ses principes, et c'est simplement là-dessus que je conclurai. Merci. Merci Ludovic, mais vous l'applaudissez cette fois-ci, mais vous pourrez l'applaudir plus tard aussi. Oui, mais nous sommes en grand public, donc à maçonnerie on n'applaudit pas. Nous sommes en grand public. Quant à la question gênante que j'ai posée, qu'est-ce qu'un rite, la vie m'a appris que quand on posait une question gênante, il fallait la répéter, parce que comme ça, on croit qu'on l'a fait exprès et que ce n'est pas une gaffe. Voilà, alors, qu'est-ce qu'un rite voilà. Mais il me semble que dans ta réponse, tu as en partie répondu à cette question. Je passe la parole à Gérard Bonnède, que je vous ai présenté. Merci Luc. Mon point de vue, mon parti pris, je suis un pratiquant. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser en franc-maçonnerie. Je suis un pratiquant de la maçonnerie depuis un certain nombre d'années et le regard que je portais sur le rite écossais ancien accepté va être un regard tout à fait personnel. Je ne suis ni historien ni théoricien. Donc vous excuserez peut-être les approximations historiques, mais je pense que vous serez attaché au fond que je vais développer. La question de Luc, alors on me dit toujours que quand la question est embêtante, il faut répondre par une autre question. Ce que je ne ferai pas, Luc, je vais essayer de tenter d'y répondre. Pour moi, il y a à la fois rite et rituel. Le rituel, c'est à la fois des pratiques codifiées et à la fois un contenu. Et le contenu et cette pratique va être dénommé sous la forme, en ce qui nous concerne, du rite écossais ancien accepté. Alors, dans les pratiques et dans les contenus, Ludovic l'a bien dit, les pratiques, c'est toute une gestuelle qui a une histoire que l'on a empruntée et que l'on a gardée. Et en même temps, il y a des contenus. Et s'il y avait des différences assez notables entre les différents rites que nous allons vous présenter, encore que, quand je dis assez notable, c'est sans doute sur les formes, parce que sur le fond, je crois qu'on va se rejoindre complètement. Le contenu va s'articuler autour d'un langage symbolique, c'est-à-dire de symboles que nous allons apporter, et en même temps d'une histoire ou d'une histoire mythique que l'on va se raconter, qui ne repose souvent, et même, j'allais dire, toujours sous aucune base historique, mais qui va constituer le corpus d'un contenu que nous allons nous transmettre et qui va servir non pas de dogme
historique ou de dogme pour les frères, mais simplement d'un support pour pouvoir continuer à réfléchir, à la fois en associant une histoire mythique et des symboles qui n'ont que pour objet, finalement, une réflexion de type personnel, puisque le parcours maçonnique est toujours un parcours individuel associé à d'autres frères, c'est-à-dire que nous sommes ensemble, mais le parcours est toujours essentiellement personnel. Si je le disais autrement, le rite et le rituel n'est pas une fin en soi. Moi, ça me paraît assez essentiel. Nous ne sommes pas en maçonnerie pour reproduire du rite, nous sommes en maçonnerie pour construire un parcours personnel. Et si le rite et le rituel a une fonction, en termes de contenu que je viens d'évoquer, essentiellement le rite et le rituel vont nous permettre une agrégation dans le groupe, de fédérer des frères autour d'un discours commun, d'avoir finalement un langage commun et des visions communes que nous sommes en mesure de partager. Mais en même temps, il y a une autre vocation, c'est la vocation de la séparation, puisque le temple maçonnique est un temple où il y a une frontière entre le profane et ce qui est à l'intérieur. Fanum en latin, c'est le temple, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Et ça veut dire qu'il y a en même temps une solidarité, une construction qui est collective, mais en même temps qui est une construction qui est grégaire. Alors, l'objet du rite en soi n'est pas de produire de la gestuelle ou de produire ou de reproduire des histoires qu'on va se raconter ensemble. C'est fondamentalement autour de deux axes que nous sommes dans un parcours maçonnique. Le premier axe est une réflexion de l'homme dans la société, avec une réflexion sur l'ordre de l'éthique. Et c'est ce que nous allons nous appeler construire le temple extérieur, c'est-à-dire quelle est la place de maçon éclairé dans la construction du monde qui l'entoure. Et le second, c'est la construction du temple intérieur. Quel est le parcours que nous allons avoir à titre personnel? Comment nous allons utiliser à la fois ce rituel, à la fois ces symboles et ces histoires pour pouvoir grandir et finalement devenir éveillés. Nous utilisons le mot d'initié. Moi, j'ai envie de dire essayer de trouver un certain nombre de lumières, sans doute au pluriel, qui puissent nous permettre d'avoir un horizon. Le rite écossais ancien accepté, il y a beaucoup de mots qui sont associés. On pourrait essayer de retrouver une logique ou une cohérence dans cette présentation. D'abord, il y a écossais, donc ça veut dire qu'on aurait une origine d'ordre géographique. Ça veut dire qu'il est ancien. Dès qu'on dit qu'il est ancien, c'est qu'il précède quelque chose. Ludovic parlait de la modernité de la maçonnerie. Donc y a-t-il aussi une ancienneté de la maçonnerie? Et ensuite, accepté, mais accepté par qui est accepté et comment? Je vais vous donner, moi, un peu les représentations que j'en ai, qui vont s'appuyer aussi sur un certain nombre d'éléments d'études, tout en sachant que l'histoire de la maçonnerie, pendant très longtemps, n'a pas été une histoire avec une recherche scientifique extrêmement développée. C'est une logique qui est relativement récente. Sans doute qu'on ne l'avait pas menée précédemment, parce que si nous regardons l'histoire de la maçonnerie, nous serons en contradiction avec les histoires que nous nous racontons. Donc, écossais. Alors, en quoi sommes-nous écossais? Il y a sans aucun doute une origine écossaise dans la tradition de métier, puisque l'Écosse a conservé, me semble-t-il, des corporations de métiers beaucoup plus longtemps qu'en Angleterre, voire qu'en France. Et les loges des tailleurs de pierre, les loges des maçons francs ou des francs-maçons en Écosse a perduré. Et il semblerait, alors là c'est l'histoire après qu'on se raconte, on a de très beaux récits là-dessus, que ce soit ceux du Chevalier de Ramsay ou un texte que je vais vous lire, que finalement cette maçonnerie opérative ne serait jamais qu'une maçonnerie qui viendrait du temps des chevaliers avec une transmission permanente, et en même temps qu'elle serait à la fois réceptacle de logique de métier, mais en même temps de secret intérieur. Je vais vous lire un texte qui date de 1774, dans un livre qui s'intitule « La maçonnerie dévoilée ou le vrai Rose-Croix », et qui dit « Cet ordre fut institué par Godefroy de Bouillon dans la Palestine, en 1330, alors déjà on voit que ça ne peut plus coller, après la décadence des armées chrétiennes, et a été communiqué aux francs-maçons en récompense des obligeants services rendus à plusieurs de nos chevaliers anglais et écossais, dont la franc-maçonnerie vraie est tirée. » Donc voilà, on se construit une histoire autour d'un lieu, en particulier autour de la montagne d'Eridom ou du site de Kilwinning, comme quoi finalement c'est un réceptacle d'une tradition ancienne. D'ailleurs, on va faire
transiter les Templiers chassés de France sur Kilwinning. Et là, on imagine qu'il y a une tradition écossaise qui vient du temps de la chevalerie, voire d'un peu plus loin. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les loges opératives ont été extrêmement fortes en Écosse pendant cette période, pendant la période du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, et qu'en même temps qu'il y a cette puissance des loges opératives écossaises, il y a une tentative qui va se mettre en place d'accepter dans ces regroupements de loges des personnes qui ne sont pas du métier. Et là, on voit finalement notre Écossais ancien accepté, cette dénomination qui peut se construire, sur l'acceptation finalement de frères non opératifs, c'est-à-dire de frères spéculatifs dans le cadre des loges anciennes. On voit un territoire qui se dessine d'une manière mythique et on voit cette notion d'ancienneté par rapport à la modernité que l'on peut évoquer par rapport aux loges anglaises qui vont se créer. Et on peut aussi avoir une transposition sur cette ancienneté et cette modernité en disant que la maçonnerie s'est fortement ancrée aussi dans un contexte à la fois de guerre religieuse et d'une aspiration à avoir un langage qui va être un langage de non-soumission à l'Église et finalement d'une recherche du libre arbitre, de la construction des individus autour d'une liberté de conscience et finalement d'une modernité dans le rapport social et d'une ancienneté qui serait beaucoup plus liée finalement à ce maintien de tradition. Alors, en quoi le rite écossais ancien est plus ancien que le rite anglais, ce serait encore à débattre. Le rite écossais ancien accepté, lorsqu'il se dévoile, très rapidement, on voit qu'on a alors que la maçonnerie s'institue autour de ce qu'a évoqué Ludovic, un parcours en 3 degrés, avec le degré de maître qui était souvent simplement le titre de président de loge, on voit apparaître assez rapidement le titre d'écossais. Et on assimile ce titre d'écossais comme un titre supérieur à celui de maître. Donc en quoi est-il supérieur? Comment est-ce que ça se développe? Et on a assez rapidement des loges qui vont initier au titre d'écossais, tout comme on va avoir des loges qui vont se référer simplement au titre d'écossais. Et donc il faudra attendre, dans tout ce mouvement qui est un mouvement à la fois de construction d'une maçonnerie au travers de grades, au travers aussi d'une maçonnerie qui est aussi une éponge de tous les mouvements de pensée qui sont autour de nous, c'est-à-dire au XVIIe, XVIIIe siècle, de l'alchimie, du mouvement hermétiste chrétien, du mouvement des siècles des Lumières, des philosophes, eh bien on voit que la maçonnerie va absorber tout ça et va le transformer et va proposer toute une série de grades qui vont correspondre un peu à tous ces mouvements de pensée. Et il faudra attendre 1804 pour qu'il y ait une tradition, un rite écossais ancien accepté qui s'établisse et qui soit reconnu. Il s'établit en 33 degrés et sa première acceptation, c'est que le rite écossais ancien accepté va tout de suite après, au-delà du grade de maître, comme des ateliers dits supérieurs. Mais on va aussi avoir une pratique du rite écossais ancien accepté sur les 3 degrés. Alors, je ne suis pas trop long. Alors, sur ce parcours, très rapidement, et là c'est le pratiquant, c'est mon regard, mon analyse, ma vision des choses et ce que je vis, les 3 premiers degrés nous offrent finalement une analyse du parcours de l'homme dans sa vie, de la naissance à la mort, avec toute une série d'un apprentissage, le temps de l'œuvre et le temps de la transmission. Et les 3 premiers degrés vont nous inviter à réfléchir sur ce que sont ces 3 temps de la vie et quel est finalement le rôle et la place de l'homme dans la société, quel est le rôle et la place de l'homme dans un ensemble beaucoup plus large, mais en même temps quel est le rôle et la place d'une humanité éveillée. Et donc là, nous sommes dans une vision qui est une vision à la fois philanthropique, à la fois progressive, et toujours nous sommes dans une vision très humaniste. Les autres degrés du rite écossais ancien accepté vont nous amener sur une autre dimension. À cette horizontalité des 3 premiers degrés, on va ajouter une verticalité proposée par les autres degrés, qui vont, alors pour aller très vite, puisque ma minute va s'écouler, qui vont s'articuler autour de 3 grands thèmes. Le premier grand thème va être autour finalement des qualités qu'il faut que l'on développe à titre personnel dans son intériorité pour pouvoir progresser. Le zèle, la loyauté, la fidélité. Un deuxième grand thème qui va nous être proposé, c'est le thème des élus.
Et dès lors qu'on est élu, on voit que c'est la croisée des chemins entre une destinée personnelle et une destinée collective. Et là, nous allons être interrogés pour savoir comment on s'inscrit, nous, à titre personnel, dans cette destinée collective. Et le troisième grand thème va être le thème de la chevalerie, c'est-à-dire comment nous nous agissons en être éclairés et éveillés. Les supports qui vont être les nôtres dans le cadre de cette progression vont se nourrir de la tradition judéo-chrétienne. Les premiers, on va d'abord travailler sur la symbolique des hommes de métier. On va aussi emprunter beaucoup à la réflexion de la tradition hébraïque, en particulier autour de la Kabbale. Et on va en même temps travailler autour de la tradition chrétienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un dogmatisme dans le rituel et dans les enseignements qui est donné. Ce ne sont jamais que des supports et des symboles qui nous sont proposés et auxquels nous sommes invités à réfléchir, dont le seul objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces symboles à titre personnel. Autrement dit, vous comprenez bien qu'il y a bien sûr des rituels qui codifient l'ensemble d'une pratique, mais il y a en même temps le parcours des maçons et la qualité des maçons, la réflexion des maçons, qui va déterminer au travers de cette pratique et de cette codification, finalement, une émergence de type personnel, en même temps de l'intelligence à la fois individuelle et collective. Merci, Gérard. Bien. Mais je vois qu'il y a déjà un point commun, c'est l'accord sur la qualité du maçon. Oui? Non? Bien. Alors, Yves Saez, tu as la parole. Rite. Rite. Luc, tu as dit rite. Déjà, le mot convoque une image décalée et confère à celui qui exécute cette gestuelle qui s'applique à cette image décalée une espèce d'anachronisme désuet, une sorte de bizarrerie, une espèce aussi d'extravagance de laquelle il en ressort quelques gestuels quasiment épileptiques. Rite, tu as dit, Luc. Je vais essayer de répondre. Le mot, au XVIIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, a été consolidé par le dictionnaire de l'Académie en 1696. Il s'écrit rite, R-I-T. Il s'écrira en 1776, 60 ans après environ, rite, R-I-T, associé à rite, R-I-T-E. L'évolution s'est faite entre-temps. Dans tout le XVIIIe siècle français, le rite, outre sa géographie formulaire, représente essentiellement une pratique à l'intérieur d'une théorie religieuse. Voilà. Et déjà, en ma qualité de franc-maçon, j'aime cette définition qui est donnée par le dictionnaire de l'Académie pendant tout le XVIIIe siècle français, parce que notre protocole développé autour du rite vient dès lors d'un dévissement du sens originel. Alors, qu'est-ce que c'est ce dévissement du sens originel? Et j'essaie de te répondre, Luc, puisque tu as posé la question. Qu'est-ce qui, pour moi, est un rite? Voilà. Il ne faut pas limiter le rite à simplement cette présence somatique à l'intérieur d'un temple constitué et défini comme un temple de francs-maçons. Il est autre chose. Il est bien autre chose, il est bien au-delà. Et il est avant tout un ensemble théorique, un grand corpus idéologique, et il s'écrit alors avec un R majuscule. Au rite écossais rectifié, nous l'apprenons et nous l'appelons le régime écossais rectifié. C'est d'abord un corpus idéologique. À l'intérieur de ce corpus idéologique va se façonner, va s'inclure, va se développer une gestuelle, une pratique, une mise en forme, une convocation à l'intérieur d'un lieu défini de cette idéologie. Cette convocation traduite en gestuelle s'appelle aussi rite. C'est le rite.
c'est le rite que nous effectuons. Et ce rite que nous effectuons, c'est la troisième notion que j'associe au mot rite que tu as employé. Ce rite que nous effectuons est lui-même accordé, souché, épaulé par ce que l'on appelle nos rituels de loge, c'est-à-dire des aides-mémoires qui font que ces aides-mémoires assurent la pérennité, l'identité, l'intangibilité de ce qui a été un jour, et un rite, c'est ça. Voilà. C'est la première définition à laquelle je peux arriver. Ensuite, j'aimerais trouver à l'intérieur d'un référencement littéraire comment approcher le mot rite dans toutes ses acceptions. Je vais prendre un exemple. Je m'évade du contexte pur du rite écossais rectifié, j'y reviendrai plus tard. Je m'évade de ce contexte pur afin de définir effectivement ce que je considère être un rite. Ce que je considère être un rite, c'est où je trouve l'importance même du rite, où je trouve la qualité performative du rite. C'est-à-dire, à défaut de quoi, un champ que nous ouvrons à la réflexion ne serait pas. Stevenson a ce mot. L'homme, qu'il pense ou qu'il crée, doit fermer à demi les paupières pour s'extraire de l'éblouissement et de la confusion de la réalité. L'homme doit fermer à demi les paupières pour s'extraire de l'éblouissement et de la confusion de la réalité. Il ajoute un peu plus tard, tandis qu'il convoque aussi et qu'il traduit une correspondance assidue avec James, il dit que la réalité est violente, mendicatrice, sévère, insoupçonnée, envahissante. Et pour lui, l'œuvre d'art, c'est une façon de se mettre à l'abri de cet envahissement de la réalité et de cette mainmise complète de la réalité. C'est l'œuvre d'art. Et un rite, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art conçue par des hommes qui fonctionne parce que grâce à ce rite, nous pouvons un peu fermer les yeux à la réalité, ce que nous dit Stevenson, et ouvrir les yeux vers autre chose et nous rendre disponibles à autre chose, vers un autre champ, un champ que nous choisissons, un champ que nous pouvons à un moment donné maîtriser complètement, et un champ dans lequel nous sommes à peu près bien. J'essaie de trouver dans les références littéraires, si la voilà. En un village de la Manche, du nom duquel je ne peux me souvenir, vivait un gentilhomme qui avait l'anse au râtelier, targentique, roussin maigre et lévrier bon coureur. C'est fait. Une image somptueuse se dresse dans la littérature espagnole du XVIIe siècle et il nous impose définitivement. Je pense à lui parce que tu as parlé de rite et je pense à lui parce que tu as parlé de chevalerie. Voilà. Et nous impose immédiatement l'immense personnalité du chevalier errant. Quichotte est là. Alors voilà pourquoi je l'évoque. C'est un gentilhomme, un hidalgo de la Manche et qui n'a plus d'argent et qui s'isole et qui, nous dit Cervantes, en s'isolant, rentre dans sa maison, néglige son train, néglige même d'aller à la chasse, c'est important, et en négligeant d'aller à la chasse, il se réfugie dans des romans de chevalerie. Et finalement, ces romans de chevalerie le grisent à tel point qu'il va décider de se mettre en chemin, comme l'avait fait son maître bien avant lui, Amadis de Gaulle, comme l'ont fait bien d'autres avant lui, il se met en chemin. Il réfléchit longtemps, il mûrit son projet, et lorsqu'il considère que son dessein est enfin parfait, il entre dans la campagne. Cervantes nous dit « salir al campo ». Il coupe avec la réalité. Il coupe avec la réalité et s'engage dans une idée à lui,
dans un idéal qui est à lui, et dans un idéal dans lequel il invite d'autres à partager, dans lequel il invite d'autres à venir, dans lequel il invite d'autres à être bien. Cet idéal, c'est l'ordre de la chevalerie. Quand il a terminé sa première journée d'errance, il rencontre Cervantes Quichotte, Hidalgo de la Manche, rencontre un tavernier, une taverne. Il prend la taverne pour un château. Et c'est pour ça que je cite l'endroit. Il prend la taverne pour un château. Il s'adresse au tavernier et lui demande au tavernier, parce qu'il lui manque quelque chose, il s'est mis en chemin avec Rocinante, et il lui manque d'être armé chevalier. C'est une faille. Dans le rituel, c'est une faille. Il s'adresse alors au tavernier et demande au tavernier où se trouve la chapelle du château où il vient de pénétrer. Le tavernier pense immédiatement qu'il est en face d'un extravagant. Il dit qu'il n'a pas de chapelle et il l'invite à faire une veillée d'armes, puisque c'est ça que demande Quichotte. Il invite à faire une veillée d'armes dans la cour même du château. C'est le rituel. Voilà. Cervantes griffe à l'intérieur d'une merveilleuse aventure intellectuelle et littéraire. Il fixe définitivement un rituel pour les littéraires. Il fixe le rituel suivant. Quichotte est dans la cour du château. Il dépose sa targe, il dépose son aume qui est fait d'un vieux plat de barbier, et il dépose sa lance sur une auge qui est là et qui sert à ce que les bêtes viennent boire. Et il entame sa veillée d'armes en étant persuadé que le lendemain matin, le tavernier va l'armer chevalier. Quichotte entame une veillée d'armes dans un endroit qui n'est pas du tout préconisé pour ça, qui ne l'attend pas, mais qui est littéralement métamorphosé par l'idéologie et la présence merveilleuse de Quichotte. Il fait une veillée d'armes. Il se réfugie en lui, il fait une analyse de lui et il pratique sa veillée d'armes. Vient un premier muletier qui envoie les armes de Quichotte en dehors de l'auge et qui fait boire ses bêtes. Quichotte remet les armes, se précipite sur le muletier, défait le muletier qui s'en va. En vient un autre et toujours en vient un autre et toute sa nuit, Quichotte a à se battre contre les muletiers. J'aime ce mot de Cervantes. Tous les muletiers du monde se fussent ligués contre lui, il n'eût pas tourné son pied en arrière. Voilà. J'adore ce mot, parce que en face de la réalité qui le trouble, qui l'ennuie, qui le dispose, qui l'indispose, Quichotte dresse son idéalité. Il dresse son idéalité et il trouve à l'intérieur de son idéalité propre, à l'intérieur de sa mythologie propre, il trouve cette présence du rituel qu'il est en train d'accomplir et par lequel rituel, son idéologie s'impose, s'accrédite, se concrétise dans la réalité du tavernier. Et voilà ce que j'en tire comme leçon, c'est que la taverne, les muletiers, les colibés, c'est le fracas et c'est la réalité. Mais l'autel, la solitude, le recueillement, c'est Quichotte et c'est le rituel. C'est ça, un rituel, et c'est ça, un rite dans la définition que je peux te dire. Merci, Yves. Oui, très belle évocation de Don Quichotte, heureusement devant un public choisi, parce que dans la généralité des cas, Don Quichotte est pris pour quelqu'un qui avait reçu un coup sur le casque. Donc, mieux valait que ce fût ici que soit rappelé ce que l'on peut tirer d'une œuvre et de la méditation. Je citerai simplement une boutade à propos de l'origine anglaise et écossaise de la maçonnerie. Un humoriste a dit que la maçonnerie, c'était un glaçage anglais sur un gâteau écossais.
Voilà. Donc, on peut. Alors, je vais donner la parole à celui qui la demandera. Ludovic, tu veux reprendre dans quel ordre? Il n'y a pas d'ordre là. C'est ce que vous demandez. Je veux bien que la parole circule même. Bon. Éventuellement, la parole circule. Ludovic vous autorise à j'autorise rien du tout, d'ailleurs. Poser des questions. Sinon, bien sûr, j'aurais plaisir à rajouter 2-3. Mes sœurs, mes frères, mesdames, messieurs, posez des questions. Il ne faut pas laisser une salle muette, donc je prends la parole. Je reviens à ta définition du rite. Voilà, je reviens à ta définition du rite. Un rite, ce qui est important dans la question qu'il nous faut nous poser, et voilà, c'est ça que je veux vous dire en complément de ce que je vous ai exprimé tout à l'heure. C'est ça que je veux vous dire, et je pense que prenez ça au bon et posez vos questions. C'est que la seule question que nous ayons à nous poser en face d'un rite, c'est à quelle profondeur d'humanité il va trouver son assise. Voilà. Un rite se justifie lorsqu'il peut mobiliser, effectuer au vrai sens du terme, c'est-à-dire appeler ici, maintenant, avec sa parole performative, une effectuation d'une idéologie. Le rite se justifie lorsque, dans ces termes-là, il convoque une expression d'humanité qui va chercher loin son assise. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le rite n'est pas qu'une bannière. Le rite, chacun peut avoir un rite, et ce rite peut se promouvoir en un rite collectivisé. Seulement, il faut que la collectivité admette le rite. Il faut que la collectivité partage les conditions du rite. Il faut que la collectivité, la communauté en question, partage non seulement les sens, mais partage aussi ce que le rite lui-même exprime dans sa propre façon de dire. Parce que le rite est une forme de récitation. Le rite dit dès lors qu'il est. Le rite dit par son énonciation. Et il faut alors que la communauté partage ces éléments. C'est tout ce que Pierre Bourdieu disait dans son organisation sociale et qu'il appelait l'habitus. C'est-à-dire il faut qu'à un moment donné, une communauté partage les mêmes codes, les mêmes valeurs, les mêmes coefficients d'intégration, les mêmes efficacités de diction pour parvenir à mobiliser un rite et faire que ce rite puisse, au regard de la collectivité qui le manipule, avoir une action d'abord et une valeur aussi. Oui, moi j'aurais aimé savoir, on parle pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit, les différents rites utilisent différentes couleurs, notamment sur les tabliers ou les baudriers. Et à ce titre, j'aurais aimé savoir si l'on connaît, je suppose que oui, en tout cas pour ma part j'en suis ignorant, les codes des couleurs, le bleu du rite français, le rouge du RE2A, etc., ou rouge dans d'autres aussi. J'ai eu l'occasion et l'énorme plaisir de visiter une fois la Grande Loge d'Angleterre, et il y a de magnifiques tabliers qui datent de... Alors il y en a certainement ici aussi, mais en France, bien sûr. Et les tabliers à cette époque-là étaient beaucoup plus ouvragés, j'ai envie de dire, et pour moi étaient de véritables œuvres d'art d'ailleurs. Hein, on en a quelques-uns ici qui sont exposés. Voilà. Donc j'aurais souhaité savoir si... Alors un, je suppose qu'il y a une symbolique, bien entendu, et deux, savoir si on connaît l'origine en fait du choix de ces couleurs. Oui, je veux bien répondre rapidement parce que c'est quand même là, évidemment, au cœur de mon domaine de travail. Les couleurs ont une histoire. D'ailleurs, ça a été prouvé par un grand historien qui s'appelle Pastoureau depuis déjà pas mal de temps, et puis tous ses disciples. Dans le cas concret des couleurs, ça dépend à la fois
de la culture de la couleur du pays où on se trouve. Par exemple, le bleu qu'on utilise en France au rite français est très lié au bleu marial, alors que le bleu anglo-saxon est lié à une couleur dynastique. Mais c'est aussi selon les possibilités techniques de l'époque. À partir du moment où les couleurs ont été fixées d'une façon industrielle dans les années 1830, les couleurs ont pas mal évolué. La qualité des couleurs est différente. La perception des couleurs par les gens ne sont pas les mêmes selon les époques. Le bleu de travail est un noir pour les gens du Moyen-Âge. C'est le fameux bleu de Gênes qui a donné le blue jean en américain. Et donc, cette toile qui était faite à Nîmes, le de Nîmes, etc., c'est la couleur la plus liée au noir, alors que paradoxalement, on ne fera pas beaucoup de différence entre le bleu, certains bleus en tout cas, et les verts, jusqu'il y a peu, en fait. Donc, c'est nos yeux qui interprètent les couleurs d'une façon ou d'une autre, et le sens est quand même lié à ça. C'est ce que je voudrais dire rapidement, parce que j'ai évidemment toujours beaucoup de plaisir à entendre le rite écossais rectifié quichotiste d'un côté, ou les explications et les implications personnelles d'un frère par rapport au rite écossais. Moi, j'étais venu pour parler de l'histoire des rites éventuellement. À quel moment tel usage apparaît ou tel autre. Et c'est évident que dans le cas du rite français, j'ai fait qu'un petit aperçu, parce qu'on est dans le cas d'un rite, paradoxalement, qui a plus de pratiquants que de croyants. Donc, c'était important quand même un petit peu de connaître son histoire. Je suis assez bêtement un frère du Grand Orient de France qui pense que dans l'article 1er, il y a quelque chose qui concerne la recherche de la vérité. Et s'il y a quelque chose qu'on pratique vraiment le plus et au quotidien et au jour le jour, c'est bien nos rites. Et s'il y a bien quelque chose dont on ne connaît pas forcément les tenants, les aboutissants, les histoires, c'est bien de ça qu'il s'agit. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai sans doute plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'occurrences au musée dont je suis le conservateur, le musée de la franc-maçonnerie à Paris, qui concernent l'étoile à 5 branches. C'est un de nos symboles, ça. Ou qui concerne d'ailleurs les différentes façons de poser l'équerre et le compas. Eh bien, tout au long du XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle, les étoiles à 5 branches sont d'une façon totalement indifférente, donc aléatoire, la pointe en haut ou la pointe en bas. Et puis, il y a une publication qui apparaît à la fin du XIXe siècle d'un certain Oswald Wirth qui décrète que quand la pointe sera en bas, ça sera maléfique, quand ça sera en haut, ça sera bénéfique. Eh bien, cette façon de prendre le pouvoir sur les cerveaux et de décréter ce qu'est la tradition, c'est exactement ce que je refuse. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne mets pas de T majuscule à tradition. Quand des landmarks apparaissent au début du XXe siècle et décident que c'est comme ça que doit être la maçonnerie, pas autrement, et que c'est de tout temps, immémorial comme ça, alors que ça date de 1927-28, je suis tout à fait à l'inverse de ma démarche, qui consiste à essayer de chercher les sources et à poser historiquement ce que sont nos pratiques que nous appelons en ce moment un rite. Deuxième élément, je vais m'arrêter là bientôt, ça explique évidemment que pour moi un rite est un outil et pas une fin en soi. Et ça explique aussi mon agacement quelquefois, je ne l'ai pas trouvé ici aujourd'hui, devant certaines poules qui se prennent pour des aigles ou certains caporalismes qui édictent que le rituel doit être fait comme ci, comme ça, et en font une fin en soi. C'est un outil, c'est une façon de réunir ensemble un certain nombre de personnes qui, paradoxalement, et c'est bien un des enjeux de la maçonnerie, par une contrainte acceptée, élargissent un espace de liberté. C'est pas rien, ça. C'est à ce titre que le rituel sert à quelque chose, mais il doit déboucher sur une mise en commun d'expériences et sur un regard sur le monde, surtout en ce moment, je trouve. Si on ne débouche pas là-dessus, à quoi est-ce qu'on sert? À part se mettre le doigt dans le nombril et dire on est des grands initiés en sautant sur 2 chaises. Oui, bien sûr. Il y a quelques milliers d'années, j'en finis là-dessus, il y a eu un certain nombre de pratiques qui se sont mises en place dans les grands couloirs danubiens qui ont amené les civilisations indo-européennes jusqu'à la mer, jusqu'à l'Atlantique, qui sont basées sur un certain nombre d'usages, de rituels. Par exemple, quand la récolte a été bonne, on garde une gerbe de blé, on la met sur le seuil de la maison et on marche dessus toute l'année suivante pour favoriser la suivante. Il est resté des paillassons jusqu'à nos jours. Ou alors, on fait passer les morts pour la première fois dans la vallée du Danube à travers une couronne de fleurs, qui a la forme d'ailleurs d'un sexe féminin, pour qu'ils revivent à une autre dimension. Et on continue à mettre des couronnes de morts dans nos pratiques funéraires. On continue comme ça, je me m'arrête sur ces 2 cas, mais je pourrais vous en trouver des dizaines et des dizaines. On continue à pratiquer des rites sociaux qui ont un sens important, mais perdu, souvent caché. La différence avec ce qu'on fait en maçonnerie, c'est ce que j'avais essayé de faire tout à l'heure avec certains de nos usages rituels, c'est qu'on essaye de les habiter en conscience, de les éclairer, de leur donner un sens qui se rattache à la fois à un passé et à une modernité. Donc j'en reste sur le fait que le rite français, j'espère que ça sera sa force, eh bien, essaye toujours de trouver ces équilibres, j'ai dit. Des questions dans la salle. À propos de Don Quichotte, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est ce que dit Kundera de Don Quichotte. C'est le premier roman où l'homme sort de chez lui.
Et l'homme qui sort de chez lui, c'est le maçon. C'est ce que tu viens de dire. Car quel intérêt de pratiquer la maçonnerie si ce n'est pas pour sortir de chez soi? La parole ici, là, j'ai vu... Oui, juste une question par rapport au caractère opérationnel du rite. Est-ce que vous pensez que d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, on aura par exemple un rite Internet ou un rite... si oui, qu'en pensez-vous? Une dizaine d'années, un rite Internet, c'est ça? Bien. Qui veut répondre à cette question? Les mutuelles, en général, ont du matériel informatique. Oui, alors je ne sais pas si, effectivement, dans une dizaine d'années, nous travaillerons chez nous avec nos tabliers et voix Skype, si on en sait strictement rien, mais effectivement, la question qui est posée est une question qui revient parfois chez les frères quant à la modernisation nécessaire du matériel symbolique. C'est une question qui n'est pas neutre. Alors, je vais pas répondre tout de suite. Je vais remonter un peu en amont. Je me suis toujours interrogé comment des profanes intelligents, sérieux, qui dans le monde du quotidien, finalement, sont peu excentriques, lorsqu'ils rentrent en franc-maçonnerie, acceptent finalement de revêtir un tablier, d'avoir une gestuelle particulière et d'obéir d'une manière non contrainte à un rituel. Et on voit que ça se passe bien et même qu'on en redemande. Ça veut dire que les outils qui sont les nôtres, tels qu'ils nous sont proposés, nous permettent de couper de monde profane pour pouvoir nous retrouver ensemble autour d'un langage commun et en même temps d'utiliser des supports qui sont des supports qui vont aider à la libéralisation de la pensée que dans le monde profane pour rentrer finalement dans d'autres mondes du possible. L'objet et l'outil, moi je crois qu'on l'a dit, le but du rite, enfin le rituel n'est pas le but en soi. Je veux dire, on ne rentre pas en franc-maçonnerie, enfin du moins je pense que tous les maçons ne rentrent pas en franc-maçonnerie pour faire du rite ou du rituel. Les francs-maçons rentrent pour avoir une interrogation à la fois sur le monde et sur eux. Et que les outils qui nous sont proposés nous aident. Alors, la question de la modernité, alors ça se pose. Alors je vais prendre un exemple un peu prégnant aujourd'hui dans le débat maçonnique, sans faire de révélation. Dans le rite écossais ancien accepté, il y a un 18e grade qui va utiliser une croix et une rose. Donc on va se dire, ça y est, oulala, nous sommes dans la logique chrétienne, donc nous sommes rattrapés par le dogme, on n'en veut pas, etc. Donc ce serait bien qu'on échange la croix et la rose et qu'on mette finalement un écran informatique. Je crois qu'il faut que l'on dépasse ça et il faut garder la rose et la croix parce qu'elles suggèrent. Et si on est des maçons éclairés, éveillés et en quête, on va très rapidement abandonner le dogmatisme chrétien pour s'interroger sur une croix qui est finalement la rencontre de deux axes, qui est les axes de la vie, d'une rose qui est au centre finalement d'un parcours de vie et d'une vie qu'on a envie de transcender. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traduire par nos symboles, chacun avec nos mots, chacun avec notre sensibilité, on va donner des significations. Moi, je ne souhaite pas que les symboles soient fermés. C'est-à-dire que les symboles doivent au contraire ouvrir la réflexion. Et que le fait d'aller puiser à la fois sur du symbolisme ou de l'outil qui est de l'outil du opératif du compagnonnage, comme des outils ou des symboles qui vont être des symboles qui vont puiser dans des grandes traditions ou dans des grandes civilisations à la fois chrétiennes. Et quand je dis tout à l'heure qu'on avait un degré qui allait parler de Kabbale, les maçons ne sont pas des kabbalistes, les maçons ne font pas de la Kabbale. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont s'interroger sur des outils, se les réapproprier. Et que le fait de rester dans une permanence d'outils, qui ont tracé aussi une histoire collective et commune, sans céder finalement à la modernisation de ces outils pour faire mode, eh bien, je crois vont nous garantir de ce travers que nous pourrions avoir, de passer le monde profane dans le monde maçonnique, c'est-à-dire de nous réinterroger toujours dans le monde maçonnique avec les mêmes modes de fonctionnement en termes de logique et avec les mêmes outils qui sont ceux du monde profane, et de provoquer une rupture entre deux temps, qui est celui du maçon et celui du profane. Mais la rupture des temps, ce n'est pas pour le maçon
un désintérêt sur le monde profane, parce que c'est au sein du monde maçonnique qu'il doit se ressourcer pour pouvoir entendre ce qu'il y a dans le monde profane et agir dans le monde profane. Il y a, puisque Ludovic parlait des temples, il y a 2 colonnes dans les temples. Moi, j'estime que les francs-maçons doivent faire tomber régulièrement les colonnes du temple pour pouvoir s'intéresser à ce qu'il y a à l'extérieur. Et que lorsqu'il revient dans le temple et qu'il reconstruit ce temple, c'est un moment privilégié où il va se retrouver face à lui-même. Il y a une interrogation à la fois sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait. Donc, la modernisation, s'interroger sur la modernisation des symboles, c'est prendre un risque extrêmement important de vouloir accoler une modernité, une temporalité à la maçonnerie qui, par essence et par nature, essaie de s'en sortir. Oui. Vas-y. Bon. J'ai le micro, je m'excuse. Oui. J'ai été très intéressé par toutes les interventions qui se sont faites, mais j'ai noté quelques légères différences. Alors les différences, je ne sais pas si vous pouvez y rebondir dessus. D'abord, il y a une différence qui a été annoncée entre rite et rituel. L'un a dit non, le rituel c'est le rite. D'ailleurs, le rite cristallise une idéologie. Ça a été dit par une intervention. Une autre a dit le rite est un outil. C'est pour moi une idée à laquelle j'adhère. Donc j'aimerais que notre frère qui a parlé du rituel comme cristallisation d'une idéologie, c'est-à-dire finalement la matérialisation d'un idéal, ou plutôt une spéculation sur le matérialisme, enfin je ne sais pas, il répondra. Qu'est-ce que c'est que le rite comme cristallisation d'une idéologie ? Merci pour cette question pertinente, mais je ne te dénoncerai pas. Oui, je vais te répondre. Moi, je vais essayer. J'ai parlé d'accrétion et j'ai parlé de cristallisation. Je vais te dire pourquoi, ou je vais vous dire pourquoi, pardon. Le rite maçonnique est avant tout un process d'homme et un process de tradition. C'est-à-dire, j'emploie le mot tradition avec escient parce que la tradition est orale avant d'être écrite. De la même façon que toute philosophie ou toute idéologie a été orale, s'est véhiculée oralement avant de trouver un support dans l'écriture qui a été estimé au moment où ce support s'est effectué. Je pense à la Grèce ancienne, je pense à la Grèce archaïque, je pense au moment où les présocratiques ont vu leurs propres idées progressivement venir se concrétiser à l'intérieur d'une écriture. Et à ce moment-là, les penseurs, les échanges entre les penseurs, ont eu peur de cette cristallisation. Parce que j'ai employé cristallisation parce que c'était à la fois, je peux dire ça comme ça, voilà, c'est à la fois une espèce de représentation ponctuelle de la pensée, de l'idéologie. C'est au sens de la cristallisation des romanciers du 19e, que nous connaissons tous. Et puis, c'est en même temps la présence dans un support physique, dans un support matériel, d'une idéologie véhiculée. Cette idéologie véhiculée n'était pas véhiculée ainsi avant, elle était orale. Et tout d'un coup, elle se transporte en écriture. Les modes des maçons, les façons maçonniques, c'était une tradition. Trader et c'est donner, c'est transmettre à l'autre. C'est les massorétiques qu'ils transmettaient. Ils transmettaient sans écriture. Et puis tout d'un coup, parce que tout de même, à force de transmettre sans écriture, à force de transmettre sans avoir l'assurance que la chose transmise se fut retrouvée telle bien longtemps après, nous avons eu recours à de l'écriture.
nous avons transcrit, nous avons retenu, nous avons inscrit dans une écriture ou dans un aide-mémoire la fragilité d'une pensée ou la fragilité d'une oralité afin de la préserver, de la conserver comme elle était. Lorsque j'ai dit tout à l'heure, non pas que le mot idéologie était une cristallisation en rituel, mais pardon, c'est l'inverse, hein, que le rituel n'était pas une cristallisation du mot idéologie. J'ai dit que le rituel était une cristallisation de tout le corpus idéologique qui était véhiculé à l'intérieur d'un rite. Ce corpus idéologique, et je reviens un peu sur la question qui a été posée par vous, monsieur, tout à l'heure, ce corpus idéologique s'est exprimé. Il continue d'être utilisé. Il continue d'être utilisé à la fois dans l'écriture et aussi dans les manières de le transférer, dans la gestuelle par laquelle on transfère l'expérience même d'une loge ou l'expérience d'une obédience ou l'expérience d'une tradition maçonnique. Voilà. Ça se transporte d'un homme à un autre par la voix, essentiellement, et j'y suis très attaché, par la parole, par les mots, par l'énonciation, mais aussi parce qu'il faut bien un support et que les voix ne s'égarent pas trop dans leurs divergentes et dans leurs interprétations, d'où les aides-mémoires nécessaires. Et ces aides-mémoires, tu le disais tout à l'heure, ces aides-mémoires au XVIIIe, ils n'étaient pas définitivement transcrits non plus. Ils n'avaient pas une forme véhiculée définitive. Ils ont été progressivement à l'intérieur des loges du XVIIIe siècle français qui ont travaillé essentiellement au rite français, tu le disais et tu as parfaitement raison. Et c'est le Grand Orient de France qui en 1700, tu me corriges, je cite de mémoire si je me trompe, en 1775 à peu près, a estimé qu'il fallait tout de même donner une cohérence à tout cela. Et il fallait que toutes les loges du Grand Orient puissent travailler avec une certaine habitude conjointe, commune, partagée. Et ceci a débouché, après les collections faites, après les commissions désignées, a débouché sur le rituel de 1801 du maçon. Voilà. Alors, voilà ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je dis simplement que cette idéologie maçonnique qui est transférée, qui est donnée, qui est léguée, qui est transférée, qui est donnée, qui est initiée, c'est le vrai mot. Voilà, initiée, initiare, et c'est la transmission par l'exemple, la transmission de l'enseignement que je sais, de la connaissance, non pas d'un savoir, mais d'une connaissance personnelle. Et ceci, quel que soit, et tu le disais tout à l'heure, Luc, tu as raison, c'est-à-dire quelle que soit la formulation du moyen moderne, tout moyen moderne ne pourra jamais éconduire et remplacer la manière dont un homme peut transmettre à un homme une expérience personnelle qui entre dans une voie traditionnelle. Voilà. Oui, alors moi je vais donner aussi mon avis sur cet ensemble de réflexions qu'on mène en commun, finalement, on va le dire comme ça. D'abord, paradoxalement quand même, la franc-maçonnerie a beau être orale dans sa pétition de principe, elle est extrêmement écrite, et heureusement pour les historiens. S'il y a une institution qui a posé dans les livres d'architecture, à travers des patentes, des brefs, des diplômes, à travers des comptes précis et transparents, d'ailleurs, tant mieux, ses finances, etc., c'est bien la franc-maçonnerie. Et si on n'avait pas tous ces kilomètres d'archives, je rappelle que le Grand Orient de France a donné en 1945 à la Bibliothèque nationale 1,3 km d'archives. C'est le plus grand donateur à la Bibliothèque nationale de tous les temps. Il y aurait beaucoup de choses qui nous échapperaient. Et en particulier, évidemment, on aurait tendance à vouloir faire dire à la maçonnerie du XVIIIe siècle ou d'avant ou d'après ce qu'elle n'a pas forcément été. Ce que tu dis pas, hein, parce que là, il ne s'agit pas du tout de polémiquer. Je suis de ceux qui pensent que les rites ne valent que par celles et ceux qui les servent. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je suis un petit peu plus iconoclaste et provocateur sur le problème du symbolisme de la maçonnerie et de cette tradition dont on parle, à laquelle moi je mets un S et un petit T. Le mythe d'Hiram, par exemple, hein, c'est un mythe que certains d'entre vous connaissent, perpétue quand même le principe du sacrifice d'une personne pour l'humanité dans une distribution exclusivement masculine dont on avait déjà entendu parler un petit peu quand même.
Il se peut que dans le cours des siècles, profondément, la structure de la réflexion sur la vie et la mort et un certain nombre de choses restent la même, mais que l'habillage, le scénario qu'on y mette puisse évoluer. Il faudra s'interroger là-dessus. Quand on a un certain nombre de symboles, par exemple, il y en a un qui représente le niveau, c'est un triangle avec une encoche et le perpendicule qui tombe dedans, et il y a un moment donné, ça va marquer le niveau si c'est bien au milieu. Mais la plupart des gens aujourd'hui ne comprennent pas ce symbole, parce qu'on est habitué depuis fort longtemps à avoir des niveaux à bulles. Donc, il est évident que quand un certain nombre de mythes ou de symboles apparaissent, évidemment, ils sont là pour donner le langage, le scénario qui habite quelque chose de beaucoup plus profond, d'accord. Mais est-ce qu'à certaines époques, il n'y a pas des aggiornamientos nécessaires? La question reste posée. Deuxième question qui va avec ça, c'est l'universalité de la tradition. Parce que, il ne m'a pas échappé que dans les traditions sémites, la lune est masculine et le soleil est féminin. Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire. Donc, il y a des limites à un certain nombre d'idées de tradition primordiale qui serait qu'on naîtrait pratiquement avec des espèces d'archétypes universaux à la jungienne qui ferait que tout le monde aurait un langage universel symbolique et symbolique commun dans l'humanité. Oui, sans doute. Les hommes ont dû remarquer un peu partout qu'il fallait 9 lunes pour faire un enfant à une femme, ou qu'on ingurgitait par le haut, on restituait par le bas, que l'eau avait une certaine importance, et que c'était mieux quand il faisait chaud, quand il faisait froid, etc. Et donc, on pourrait en tirer comme ça un certain nombre d'éléments. Mais on est bien obligé de constater qu'il y a aussi une histoire des humains dans des cultures. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Sinon, un incroyable bras de fer entre universalisme et identité. Et est-ce que ce n'est pas le travail premier des maçons, en s'appuyant peut-être sur la finesse et la sensibilité que donnent nos rites, nos rituels, je ne sais pas comment il faut dire maintenant, vous m'avez perturbé là, s'il ne faudrait pas réfléchir là-dessus? Qu'est-ce qui est vraiment l'universalisme ou l'universalité? Est-ce qu'on peut tolérer que parce qu'une culture est différente, on dit qu'une femme en Arabie Saoudite n'a pas à conduire, hein? Et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles moi j'ai quand même envie d'entrer un peu plus de plein pied de nos rites à la réalité du monde. Je suis désolé. On compte sur vous pour la réalité du monde. Voilà. Voilà, alors histoire que les interventions ne soient pas exclusivement masculines, je prends la parole. Et justement, je vais directement rebondir sur ce que vient de dire Ludovic Marcos, puisque je voulais parler justement de cette vocation que la maçonnerie affirme, qu'elle est universelle. Voilà. Alors, universelle dans le temps, dans l'espace, c'est la question que je me suis posée. Alors d'abord, dans l'espace, le moins que l'on puisse dire, c'est que non, la maçonnerie, elle est strictement fondée sur le judéo-christianisme, sur la civilisation occidentale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je pense, c'est la symbolique des constructeurs qui a été adoptée. Hein. Les Occidentaux sont des constructeurs, voilà. Bon. Et puis qu'ailleurs, on pouvait effectivement adopter d'autres, ce qui a été évoqué, finalement, d'autres supports, hein, le tissage ou autre chose. Donc, la franc-maçonnerie n'est pas universelle dans l'espace. Est-elle universelle dans le temps? Je ne crois pas non plus. Au bout du compte, la seule chose qui est à peu près stable, je dis bien à peu près, dans les rituels maçonniques, qu'ils soient du Grand Orient, de la Grande Loge, enfin qu'ils soient du rite écossais ou du rite français ou d'autres, ce sont ces mots, signes, attouchements. Hein, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le temps. Alors finalement, puisque la maçonnerie n'est universelle ni dans l'espace ni dans le temps, pourquoi s'affirme-t-elle ainsi? Eh bien, pour reprendre ce que disait un dominicain Cardonnel, que vous connaissez peut-être, en parlant du temple, il disait « Le temple est l'endroit où s'arrête la chasse à courre ». Et finalement, c'est un petit peu ce qui nous a été raconté avec, bien sûr, Don Quichotte. Et effectivement, peut-être que la tenue maçonnique est l'endroit où s'arrête la chasse à courre. Mais à condition, me semble-t-il, que l'on n'oublie jamais qu'il y a une chasse à courre. Bien. D'autres questions? Tu veux répondre? Bon. Non, la maçonnerie universelle, mais c'est les valeurs de la maçonnerie qui sont universelles. Liberté, égalité, fraternité, les fondamentaux. Qu'on nous explique qu'elles ne sont pas universelles. Allons voir dans les pays où les femmes ne peuvent pas conduire,
où on ne peut pas se promener, etc. Ils n'ont pas soif de liberté? Il n'y a pas une valeur universelle qui s'appelle la liberté? Alors, tous les discours sur la différence, les ennuis que nous aurions à propulser nos modes peut-être, mais les valeurs sur lesquelles la maçonnerie repose, elles sont, jusqu'à preuve du contraire, universelles, comme montre un peuple qui n'aspire pas à la liberté. Y a-t-il d'autres prises de parole? Parce que mon voisin de droite voulait aussi intervenir, peut-être brièvement pour attendre qu'il y ait d'autres questions. Oui, Madame Loubatière, hein, parce que j'étais tout à l'heure à votre conférence, donc Madame Loubatière. C'est effectivement, je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Bien, je comprends parfaitement, je saisis et je le comprends, votre attitude intellectuelle et ce que vous nous avez précisé. Mais lorsque vous dites la maçonnerie n'a pas d'universalité temporelle et la maçonnerie n'a pas d'universalité de lieu, je crois que non. Je crois que oui, du moins. C'est-à-dire que avant, et c'est encore une fois l'accrétion de la pensée, c'est-à-dire que avant que la maçonnerie s'exprimât à un endroit précis, avant qu'elle vienne investir la tête des hommes et des femmes, et d'une façon particulière, dans un temps, dans un lieu, etc., et dans une forme aussi. Elle existait d'une manière idéale. C'est le salir al campo, hein, que nous disions tout à l'heure. Voilà. C'est le salir al campo, et ce que vous disiez aussi en approche de votre question. Et c'est cette idéalité-là, c'est ce noyau qu'il faut aller rechercher. C'est ça simplement. C'est ça simplement. Au-delà de toute différence, au-delà de toute expression n'est jamais qu'une interprétation, une variation sur un thème 2. Voilà. Et c'est à ce thème 2 qu'il faut aller chercher, qu'il faut remonter, sans arrêt qu'il faut remonter. Et là, c'est vrai que le rite et le rituel sont des valeurs, des moyens exploratoires, simplement des moyens exploratoires, des outils merveilleux qui nous sont donnés et qu'il faut employer sans arrêt, employer en permanence et en permanence. Parce que, regarde, c'est aussi... pardon, tu me dis hein, quand je me tais. Hein, c'est aussi ce que lorsque Fronton au 1er siècle de notre ère fait l'éducation de Marcus va devenir Marc Aurèle. Et avant qu'il devint l'empereur, avant qu'il devint le prince, avant qu'il fût le maître du monde, Marcus adresse ceci à l'empereur qui est un philosophe. Marcus est un avocat, un philosophe. Il connaît la famille de l'empereur et il éduque l'empereur. Il lui dit comment il faut penser. Il lui dit sois le maître des mots. Si tu es le maître des mots, tu deviendras le maître du monde. Et il lui dit ceci, parce que Marcus est piqué de philosophie. Il lui dit n'oublie jamais dans la philosophie. Il ne dit pas ça exactement. Il écrit ça dans une de ses lettres. Il dit « Ne va pas à la philosophie, va à ce qui était avant la philosophie. N'oublie jamais dans la philosophie la voix qui est en elle, le souffle qui est en elle. N'oublie jamais dans la philosophie le psophos, rémanent et affectif duquel elle provient. » Et c'est ça qu'il nous faut. C'est au-delà des divergences, au-delà des petites universalités ou épopées personnelles, aller retrouver ce fond, cette valeur conjointe, ce souffle qui nous tend à tous. Voilà. Merci. Gérard, si je voudrais aussi conclure. Oui, alors, Gérard. La salle. Ah, la salle. C'était sur l'universalité, je peux... Attends. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur ces rites-là? Micro.
Oui, on a vraiment fait qu'un aperçu très rapide des rites. Moi, je pensais être un peu plus effectivement dans ce domaine d'explication sur l'histoire des rites. Là, je vais te redonner la parole, mais finalement, je vais la garder juste les 2 minutes dont j'avais besoin, et après, je n'interviendrai plus parce qu'on a quand même des usages qui font qu'on ne doit pas trop la monopoliser si on veut laisser de l'espace aux autres. Moi, je crois que la maçonnerie, à travers le peu que j'en connais depuis 30 et quelques années, 34 ans que je suis maçon, j'ai toujours vu à travers tout ce que j'ai pu explorer comme document que c'était une fraternité. C'est absolument l'étage, le soubassement, la pierre angulaire, partout l'idée qu'il y a une fraternité de gens qui se sont choisis, élus, comme diraient certains. Ça, c'est tout à fait important. La maçonnerie, c'est une fraternité, on le voit tout le temps. On voit aussi toujours après un deuxième étage de la fusée qui est que c'est une lecture du monde, à travers laquelle on transmet un certain nombre d'outils. Et ça, c'est tout à fait important parce que ces outils, on voit bien qu'ils se sont culottés à travers le temps. Et quelquefois, j'ai l'impression qu'on passe notre vie à prendre des pierres sur notre droite et à les passer sur notre gauche. Et que le rituel, c'est ça. C'est savoir passer des pierres d'un côté ou de l'autre sans se faire de tour de rein. On en perce sans doute quelques-unes, on en taille quelques-unes. Et ceux qui viendront après nous continueront à en tailler. Et en définitive, c'est ça ce qui fait la force de nos rites, de nos usages. C'est qu'on travaille toujours pour les apprentis de nos apprentis. On est toujours dans cette vision. Et si on est dans une logique de Anne qui dise la messe et qui vraiment explique le monde, etc. et tout, on n'en sort pas. Et ce caporalisme maçonnique, je le vois quelquefois quand même dans des loges ou des obédiences. Donc c'est cette lecture du monde, ce regard qui compte dans ce deuxième étage. Et le troisième, on voit toujours plus ou moins que on médite dans le temple, agit sur le forum, garde-toi de faire du temple un forum. Il y a quelque chose qui va vers le monde. On n'est pas dans une tour d'ivoire, on est là pour améliorer le monde, répondre à des questions contemporaines. Et qu'on le veuille ou non, moi j'ai toujours eu l'impression que nous tous maçons, nous étions la combinaison algébrique de ces trois choses, d'une façon ou d'une autre. Donc ça me semble important, et c'est là-dessus que moi, pour ma part, parce que je ne reprendrai pas la parole, je veux conclure, c'est à travers ça que le rite peut avoir un sens, pour construire des hommes et des femmes debout, à la base, et essayer de réconcilier ces grandes césures qui est à travers le temps, entre identité et universalisme, on l'a dit, entre rationalité et spiritualité. La spiritualité a été confisquée par des dogmes, par des religions. La rationalité s'est enfermée dans une espèce de logique scientiste de progrès dans laquelle elle est dans des impasses. Et si ce n'est pas la franc-maçonnerie qui va réconcilier ça, qui le fera ? Et enfin, je pense qu'il faut réinventer effectivement le politique pour sortir de la politique et viser vers une citoyenneté universelle. Je pense que si on fait ça, eh bien, nos rites effectivement ont un sens parce que c'est l'ABC effectivement de notre vie maçonnique. Cette fois-ci, j'ai dit. Alors, pour le mot de conclusion, Yves, on peut considérer que tu as conclu, Ludovic a conclu, Gérard a conclu, je conclurai moi-même. Sur le thème de l'universalité, il y a 10 ans, j'aurais dit effectivement que nos valeurs sont universelles. Avec le recul du temps et le croisement des sociétés et des civilisations dans mes différents voyages, il n'y a pas d'universalité. La franc-maçonnerie n'est pas universelle. La franc-maçonnerie n'est jamais qu'un mouvement d'hommes et de femmes dans un temps, dans un espace, et que finalement, nous avons une vision du monde que nous souhaitons exporter, mais que la vision que nous voulons exporter n'est pas non plus universelle. Et que finalement, nous pensons que l'homme doit rester debout, qu'il y a l'égalité des hommes et des femmes, que nous nous battons pour ça, mais nous ne sommes jamais que des éléments face à d'autres éléments qui ne pensent pas du tout comme nous. Donc c'est le vœu pieux de pouvoir universaliser ce que nous pensons, mais je crains malheureusement que ce ne soit pas des visions tout à fait partagées. Le deuxième élément, par contre, qu'est-ce qui est universel ? Pour avoir voyagé et pour avoir en particulier beaucoup sillonné l'Amérique latine et l'Afrique, je crois qu'on a un point commun, c'est une interrogation sur la mort. C'est-à-dire que tout individu s'interroge sur sa place, sur sa destinée. Et même si on ne donne pas à la mort les mêmes significations, il y a toujours cette problématique de la mort. Et dès lors qu'on a la problématique de la mort, il y a la problématique de l'après-mort. Et moi, ce qui me semble particulièrement intéressant dans la maçonnerie, c'est qu'on ne s'intéresse pas à l'après-mort. C'est ce qu'on s'intéresse aujourd'hui sur ce qu'est l'homme, ce qu'il doit devenir et ce à quoi il doit aspirer. Et que s'il y a une spiritualité maçonnique, ce n'est pas une spiritualité dans un au-delà, c'est une spiritualité dans une construction de la cité d'aujourd'hui. Merci. Eh bien, je crois que presque tout a été dit. Je ne reprendrai pas la formule, la messe est dite, bien sûr, surtout pas ici. Vous avez compris, mesdames, messieurs, mes sœurs, mes frères, qu'il n'y a pas d'hérésie en maçonnerie, parce que nous ne sommes pas dogmatiques. Et les interventions différentes m'ont fait penser à cette vieille chanson de Maurice Chevalier. Et tout ça, ça fait de parfaits... Enfin, non, tout ça, ça fait de parfaits maçons. Merci.